Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Tanner45. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, je vous ai déjà souhaité une bonne année lundi dernier dans le cadre d'une vidéo de la série Je rends des livres. Alors aujourd'hui ça n'est pas exactement une nouvelle série, c'est la reprise avec une nouvelle saison en quelque sorte d'une série que j'avais faite entre septembre et décembre 2020 qui s'appelle la série Interpares. Alors la série Interpares, j'avais fait 36 vidéos entre septembre et décembre 2020. L'idée c'était de parler d'un seul livre que je venais de lire, donc un peu le même principe que Je range mon bureau, mais avec un seul livre, et puis en le croisant, comparant ou en faisant remonter de ma mémoire, de mes archives, un autre livre en particulier qui résonnait particulièrement pour moi avec ce livre que je venais de lire. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, pour plusieurs raisons en fait. On est au début de l'année 2024, alors c'est un peu symbolique comme ça, mais en début d'année on essaie de redéfinir ses priorités ou de réfléchir à faire des points d'étape, comme on dit parfois. Et en fait, une des choses que j'ai commencé à faire avec ce début d'année 2024, c'est que j'ai commencé à écrire systématiquement un billet de blog sur Touraine Sereine pour chaque livre que j'ai fini de lire, que je finis de lire, ou que je renonce à continuer de lire, ou que j'ai interrompu, ou que j'ai simplement parcouru. Donc l'idée c'est d'avoir une rubrique dans Touraine Sereine pour laquelle à la fin de l'année, si je m'y tiens, j'aurai le compte exhaustif de tous les livres que j'ai lus pendant l'année. Et si je m'y tiens, eh bien ça va me libérer en quelque sorte un petit peu de la pression, parfois fatigante, épuisante, des vidéos Je range mon bureau. Donc je ne sais pas très bien encore où on en est. Peut-être que la rubrique Je range mon bureau est un peu menacée, je ne sais pas, on verra, ou qu'elle prendra une autre forme du coup, du fait qu'il y a de toute façon cet archivage dans le blog. Mais c'est à cause de ça, et c'est pour ça que je vous explique tout ça, c'est pas seulement pour que vous alliez y voir, je vous mets les liens en dessous, je vous mets le lien vers Je range mon bureau, vers Touraine Sereine, tout ça, vers la première série Interpares, mais surtout, c'est pour ça que je pense à réactiver Interpares. C'est-à-dire que si je n'ai plus besoin de faire des vidéos Je range mon bureau avec à chaque fois une dizaine de livres, eh bien ça me laisse la possibilité de faire des coups de projecteur un petit peu plus détaillés sur un livre en particulier. Et le livre dont je veux vous parler, c'est un livre qui m'a été envoyé par son traducteur, Alex Deco. C'est cette traduction, cette très belle édition américaine bilingue d'un poème épique de Sylvie Candé, alors je vais en parler, La quête infinie de l'autre rive, et donc la traduction américaine, The Never Ending Quest for the Other Shore, et il y a un sous-titre, Épopée en 3 chants, An Epic in 3 Cantos. Alors cette traduction a été publiée en 2022 aux éditions, je ne vais pas dire de bêtises, Wesleyan University Press, voilà, et il s'agit d'un livre que Sylvie Candé avait publié en 2011 et qui était totalement passé inaperçu de moi. Alors, je vais y revenir. Alors, la raison pour laquelle je découvre là, au tout début de l'année 2024, ce livre, c'est parce qu'alors qu'on est amis Facebook depuis quelques temps déjà avec Alex, j'avais complètement raté cette publication. Alors c'est un peu curieux, hein, ces espèces de ratages, parce que en 2011, je rate la publication du poème, du livre chez Gallimard, La quête infinie de l'autre rive, alors que Sylvie Candé est une poète dont j'avais énormément aimé le premier livre, Lagon Lagune. Je l'avais même recensé pour la revue Études littéraires africaines à l'époque, en 2001. Ça commence à remonter. Et donc, quand Sylvie Candé a fait paraître Gestuaire en 2017, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'avais, il me semble, chroniqué abondamment ici même dans Je range mon bureau. Mais voilà, en 2011, j'avais raté cette épopée. Et bien que je connaisse, alors on ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais on échange depuis très longtemps et on a beaucoup je pense, d'affinités intellectuelles aussi, tout en étant très différents avec Alex. Moi, voilà, j'aime beaucoup les recueils de poèmes d'Alex. J'avais parlé aussi de son roman, hein, d'anticipation, très étrange, il y a quelques mois déjà, peut-être ouais, plus de quelques mois, peut-être même déjà un peu plus d'une année, je ne sais plus bien, je perds le compte du temps. Et donc, malgré tout, j'avais complètement raté ça. Donc, on échange sur Messenger, un peu comme ça, comme on échange de temps en temps, en novembre, ou je sais plus, ou directement dans des commentaires Facebook, je sais pas. Et donc là, je me rends compte qu'effectivement, j'avais vu passer ça vite fait et que j'avais complètement zappé ensuite. Et donc, il a proposé de m'envoyer le livre, ce qui est très très gentil. Donc, il m'a envoyé par la poste et je l'ai reçu en fait
Alors je ne sais pas pendant que j'étais pas là, en fait je pense qu'il est arrivé pendant que j'étais pas là à Noël, mais je l'ai retrouvé dans ma boîte à lettres le 30 décembre, à mon retour des Landes. Et donc c'est ce livre dont je vais vous parler, La quête infinie de l'autre rive, The Never-Ending Quest for the Other Shore. Alors tout en n'oubliant pas que dans cette série Interpares, je fais des croisements, je fais remonter d'autres livres. Alors, faut savoir, bon, j'ai commencé à lire le livre, alors c'est un livre qui est très très bien édité, et dans lequel vous avez, de manière assez classique, le texte français sur la page de gauche, le texte anglais, donc la traduction américaine, sur la page de droite. Et donc j'ai commencé à lire le poème de Sylvie Candé, alors, le texte original, le texte français, et puis très vite je me suis surpris, hein, c'est un peu une déformation professionnelle, à aller regarder quand même la traduction au fur et à mesure. Donc j'ai pas lu d'un trait le poème de Sylvie Candé, puis ensuite la traduction, j'ai un peu fait des allées et venues, et en fait ce qui m'a un petit peu étonné, et peut-être que finalement il y a peut-être un... Alors, je ne crois pas du tout au destin, à la fatalité, je suis complètement athée, donc je ne crois pas du tout à tout ça. Mais il y a quand même une sorte de coïncidence assez amusante dans le fait que je ne découvre ce livre que maintenant, parce que en 2011 et même en 2022, ça n'aurait pas fait tilt de la même manière. Pourquoi? Parce que Sylvie Candé, dans ce texte, dans cette épopée, dans ce poème épique, elle raconte le voyage vers l'Amérique, la traversée vers l'Amérique d'un grand équipage de l'empereur du Mali, Abou Bakar. Alors ici, il s'appelle Abou Bakar, hein, même en anglais. C'est un empereur de la fin du XIVe siècle, non, pardon, du début du XIVe siècle de l'Empire du Mali, qui a effectivement, on a très peu de documents, mais c'est attesté, il est parti avec un certain nombre de vaisseaux à la conquête de l'océan Atlantique en cherchant les terres américaines. Et en fait, ils sont jamais revenus, enfin il y en a un qui est revenu. Okay. Et donc, ça c'est l'histoire de cette épopée, sachant que Sylvie Candé, comme c'est quand même une œuvre très fine et très complexe à la fois, elle croise ça avec un sous-texte qui devient un surtexte à un moment donné, lié aux migrations contemporaines, hein, donc, et aussi bien sûr à toute l'histoire de la traite transatlantique qui est arrivée entre-temps. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont un petit peu en feuilleté de signifiance, comme aurait dit Barthes, dans l'épopée. Alors la raison pour laquelle je dis que ça n'aurait pas résonné de la même manière pour moi il y a encore ne serait-ce que 6 mois, c'est parce que depuis septembre, je traduis pour les éditions Calman Levy ce gros livre, ce best-seller, je crois qu'il a eu le Pulitzer Prize d'ailleurs, il me semble, de Howard French, Born in Blackness, Africans and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War. Donc c'est un gros pavé, il y a 499, non même, il y a 500 pages pile, dont le hors-texte, etc. Il y a beaucoup de notes, il y a un gros index, etc. Donc voilà, j'ai pas mal avancé. Alors le problème que j'ai, l'angoisse que j'ai en ce moment, c'est que j'avais tout un plan de travail avec une progression par semaine, et que entre le fait que j'ai été malade, que j'ai eu des examens, que j'ai eu des copies, que j'ai été dans un jury de thèse, etc., j'ai en fait mis cette traduction en pause depuis maintenant plus d'un mois. Donc ça m'inquiète un peu, mais là je vais m'y remettre. Et donc voilà, enfin, le but c'est pas de vous raconter ma vie, mais c'est le premier élément interpares, c'est-à-dire le premier élément de résonance, ça résonne avec ce livre-là. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 1, le tout premier chapitre, Howard French, donc c'est là qu'on voit que le sous-titre c'est censé commencer en 1471, mais en fait il remonte même un petit peu avant. Il parle en fait de cette expédition américaine, cette expédition atlantique de Abou Bakar, en essayant d'expliquer qu'en fait les premiers à avoir tenté de traverser l'Atlantique à la découverte d'un nouveau continent, du nouveau monde, avec tous les guillemets qui s'imposent, ce sont des Africains. C'est cette grande expédition, qui a été un échec, hein, mais cette grande expédition de l'empereur Abou Bakar. Alors, avant de parler vraiment du livre de Sylvie Candé, je vais vous lire le passage de ma traduction. Alors, c'est une traduction in progress, donc c'est inédit et c'est pas finalisé, mais voilà, histoire que vous ayez un peu cette idée-là. Même si les documents encore en notre possession au sujet d'Abou Bakar II sont peu nombreux, son existence ne fait aucun doute, non plus que son obsession pour l'exploration maritime.
Mansa Moussa, son successeur, beaucoup plus connu que lui, a livré au gouverneur du Caire, lors d'un pèlerinage à la Mecque en 1324-1325, un récit de la vie d'Abou Bakr et de ses tentatives d'exploration maritime qui a été consigné du vivant de son auteur. Et là, on a une citation, une très longue citation, rapportée directement de Mansa Moussa. L'empereur qui m'a précédé, jugeait possible d'atteindre l'autre côté de l'océan qui entoure la Terre. Désireux de découvrir ces terres, il a tout mis en œuvre pour y parvenir. Il a donc lancé une expédition forte de 200 bateaux chargés d'hommes et d'autant de bateaux chargés d'or, d'eau potable et de vivres en quantité suffisante pour plusieurs années. Il commanda à l'amiral en chef de ne pas revenir sans avoir atteint l'autre côté de l'océan ou seulement en cas de pénurie de vivres et d'eau. Ils partirent donc et furent absents fort longtemps. À la fin, un seul bateau revint. Interrogé, le capitaine de ce bateau déclara « Prince, nous avons navigué longtemps jusqu'à apercevoir au milieu de l'océan comme un grand fleuve aux flots tempétueux. Mon bateau était le dernier de la file, tous les autres me devançaient. Dès qu'un de ces bateaux atteignait le grand fleuve, il s'y noyait pour n'en plus ressortir. J'ai fait marche arrière pour échapper au courant. » Pourtant, le sultan refusait de le croire. Il commanda qu'on équipât 2000 bateaux pour ses hommes et lui, et 1000 autres pour l'eau douce et les vivres. Il me confia la régence et partit avec ses hommes sur l'océan pour ne jamais revenir ni donner signe de vie. Voilà ce que dit Mansa Moussa lors d'une délégation en Égypte. Il raconte ça, comment Abou Bakr a lancé une première expédition, puis a pris lui-même la tête d'une seconde expédition qui n'est jamais revenue. Je continue je reprends la lecture de ma traduction de ce que dit Howard French, le commentaire qu'en fait Howard French. Comment se fait-il que si peu de gens soient au courant aujourd'hui d'une telle expédition? Il y a de quoi s'interroger. Assurément, une partie de l'explication réside dans l'absence quasi totale de preuves archéologiques ou de documents, à l'exception de ce témoignage de Mansa Moussa. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas oublier que notre compréhension du monde dépend en grande partie de documents hagiographiques, ce qui va de pair avec un manque de considération, pour ne pas dire un effacement du rôle joué par les Africains dans la création du monde atlantique moderne. Ce biais culturel, sans être une oblitération totale, nous a détourné d'éléments à la fois démontrables et aussi plausibles que prometteurs, ce qui explique que les aventures maritimes supposées d'Abou Bakr ne sont que rarement mentionnées et jamais enseignées. Voilà, donc ça, et après, il essaie de montrer tout ce qui colle pas dans cette histoire, et donc il fait vraiment de l'historiographie, Howard French. Alors ce qui m'amuse un petit peu dans tout ça, dans toute cette espèce de coïncidence entre ma lecture du poème épique de Sylvie Candé, dont je vais bientôt parler, rassurez-vous, et ce point de départ historique essentiel, parce que Sylvie Candé, on le voit très bien en lisant son poème, elle s'est abreuvée de toute la documentation disponible sur cette expédition d'Abou Bakr, et en fait on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont les éléments exposés de manière relativement sommaire dans ce que je viens de vous lire. Donc ce qui m'amuse un petit peu dans tout ça, c'est que quand Howard French dit, je cite ma traduction, « Comment se fait-il que si peu de gens soient au courant aujourd'hui d'une telle expédition ?» Il écrit ça en 2021 dans un livre qu'il a passé des années à documenter, avant d'écrire, il passe des années et des années à se déplacer dans le monde, à lire beaucoup de choses, etc., pour écrire ce livre, qui lui a pris donc plusieurs années. Et évidemment, à cette époque-là, le texte de Sylvie Candé, il n'existe pas en anglais, puisqu'il n'a pas été encore traduit par Alexandre Deco. Et donc, il y a cette coïncidence un petit peu, qui est que peut-être que si Howard French fait une édition augmenté, renouvelé, corrigé, etc. de son livre, peut-être qu'en fait, entre-temps, il est tombé sur ça, ou peut-être qu'il faudrait lui en parler. Il faudrait peut-être écrire à Howard French en lui disant « Bien, dis donc, dans ton chapitre 1, tu parles de ça. » Voilà, moi, je ne suis pas du tout en contact avec Howard French, ce qui est très bien quand on est traducteur, de ne pas être en contact avec l'auteur, je trouve ça absolument parfait. Même quand il est vivant, c'est une absurdité, on dit ça, parce qu'évidemment, quand il est mort, on ne peut pas être en contact avec l'auteur. Voilà, donc, oui, je suis encore un peu... enrhumé, fatigué, alors je suis à la fois convalescent et en plus j'ai repris un rhume depuis 2 jours, donc c'est un peu particulier. Bon, peu importe. Donc c'est pour vous dire en quoi déjà le poème épique de Sylvie Candé, la traduction excellente, je vais y venir, d'Alexandre Deco, ont résonné tout de suite avec mon travail du moment, un de mes travaux du moment, cette traduction et ce chapitre que j'avais déjà traduit. Pardon. Autre résonance en l'occurrence, aussi, le fait que
J'ai été invité début novembre aux assises de la traduction d'Arles, dont le thème était cette année l'épopée. Et on a fait une table ronde avec Laurent Vanini pour parler des 9 parfaites de Ngugi wa Thiong'o. Je vous en ai déjà parlé. Elles sont où? Elles sont là, voilà. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est l'occasion d'en reparler. Ben tiens, voilà, dans les résonances, il est où The Perfect Nine, la traduction du Gikuyu en anglais par Ngugi wa Thiong'o, et les 9 parfaites chez Présence Africaine, la traduction de Laurent Vanini. Et donc voilà, donc là encore ça a résonné, et en fait c'est vraiment dommage que j'ai pas connu ce livre-là avant, parce que si j'en avais eu connaissance, j'aurais pu en parler en fait lors de la table ronde en novembre. Bon bah c'est comme ça, c'est never ending story, hein, c'est a never ending quest for the other shore, c'est the never ending quest for how shall I put it, comprehensiveness, pour l'exhaustivité, bon je sais pas, la quête infinie de l'exhaustivité, on n'y arrive jamais bien entendu. Donc il y a eu aussi cette résonance-là qui était intéressante. Et puis en lisant le poème lui-même, et on va y venir, tiens, je vais vous lire ça, page 40. Je vais vous lire à chaque fois, ça va être long comme vidéo, parce que je vais vous lire, c'est pas grave, hein, vous passez, vous zappez, bon. Je vais vous lire à chaque fois en français et en anglais pour que vous entendiez. Alexander, il a fait un travail, Alex, il a fait un travail génial. Enfin, vraiment, c'est quand on lit le texte français, on se dit waouh, comment c'est possible, comment on va traduire ça, et c'est traduit remarquablement. C'est un très grand poète, hein. C'est c'est un universitaire et un francisant remarquable, et c'est évident là, et c'est aussi un très grand poète, et c'est évident dans cette traduction. Donc là, vraiment, on a un livre tout à fait important et impressionnant aussi. Donc j'en reviens à ce qui était mon point suivant. Je me suis fait exceptionnellement un petit guidane ou un petit plan, parce que pour pas trop me perdre. Donc à la fin du chant 1, donc c'est une épopée en 3 chants, hein, vous avez suivi. À la fin du chant 1, on lit ceci. Voilà, le chant 1 se termine sur le fait que l'expédition n'aboutira pas et qu'ils vont tous finalement disparaître, emportés dans les flots. Je lis les derniers vers du chant 1. Mais au fond des abysses glauques, les doubles dés, pour être enchaînés, estampés, lacérés, avant que d'être jetés, muets d'horreur, hurlant de rage par-dessus bord à la grâce des chiens de mer, croisaient leurs mains sans chair au sommet de leur crâne. Non, l'histoire ne serait pas écrite autrement, et la mer de prendre sur elle la fable, de rouler son blues au-dessus des naufrages et des longs banquets tristes des mânes dans leur nécropole de sable blanc. Donc là, ce qu'imagine, c'est-à-dire ce qu'elle fait apparaître, c'est le fait que les naufragés de cette expédition de l'empereur du Mali au début du XIVe siècle, à un moment donné, leurs cadavres vont croiser les cadavres des esclaves jetés par-dessus bord. On sait que c'est une pratique extrêmement courante. Et c'est là qu'on a ce vers. Alors, je vous montre pour que vous compreniez pourquoi j'ai lu comme ça. Il y a un vers de 3 lignes dans lesquelles, en fait, les esclaves jetés par-dessus bord, hein, ils sont désignés au moyen d'un très long nom composé avec des traits d'union. Si j'arrête de chercher mes mots. Ce sont donc les pour être enchaînés, estampés, lacérés, avant que d'être jetés, muets d'horreur, hurlant de rage par-dessus bord, à la grâce des chiens de mer. Rien que ça. Et donc, que Alexander a traduit comme ceci. But in the depths of the greenish abysses, the doubles of the to be enchained, branded, lacerated, before being thrown mute with horror, screaming with rage overboard to the mercy of sharks, crossed their fleshless hands, on the tops of their skulls. No history would not be written otherwise, and so the sea takes on the tail, rolls its blues over the shipwrecks, and the long sad banquets of the shades in the necropoles of white sand. Et ça, quand j'ai lu ça, et vous allez voir, il y a un autre passage qui est à la page 94, que je vous lirai juste après. Quand j'ai lu ça, aussitôt, ça m'a fait penser à ça. The Deep de Rivers Solomon, j'ai la traduction de Francis Guévremont aux éditions aux Forges de Vulcain quelque part, je ne l'ai pas ressorti. The Deep de Rivers Solomon, il n'est jamais très loin. Pourquoi ? Parce que c'est un livre très important pour moi, et aussi parce que je l'enseigne au second semestre. Donc là, à partir de la semaine prochaine, je reprends ce séminaire que j'ai commencé, dont j'ai fait la première année, la première saison en quelque sorte l'année dernière en master, et dans ce séminaire, il y a 3 textes principaux. Il y a Freshwater d'Akwaeke Emezi, il y a The Deep de Rivers Solomon, et il y a le roman de Bouki Papillon, An Ordinary Wanda.
Bien, bon, j'ai essayé d'aller l'attraper, mais j'ai pas les bras assez longs. Peu importe. Euh, Bref. Et The Deep de Rivers Solomon, c'est un texte en quelque sorte relevant du réalisme magique ou surnaturel, dans lequel une communauté a réussi à évoluer à partir des êtres humains, des esclaves et notamment des mères enceintes balancées par-dessus bord. Et donc il y a une sorte de race d'humanoïdes capables de vivre sous l'eau et de respirer sous l'eau, des sortes d'humanoïdes abranchis en quelque sorte, qui vit sous l'eau, qui se développe et qui accumule des générations et des générations. Et au moment où le roman commence, en fait, ça fait déjà évidemment plusieurs générations. Et cette communauté a en quelque sorte perdu la mémoire de ses origines et perdu la mémoire de sa communauté d'origine avec les humains, qui sont perçus de loin, de manière vraiment lointaine, et dont ils se tiennent vraiment très éloignés. Donc là, on a dans le texte de Sylvie Candé, à la fin du chant 1 et dans le chant 3, je vais vous lire ça dans quelques instants, une inspiration similaire qui est, eh bien tiens, qu'est-il advenu des esclaves balancés par-dessus bord, notamment alors ça pouvait être les malades, ça pouvait être les mutinés, ça pouvait être ça pouvait être effectivement des femmes enceintes aussi, hein, ça on le sait, parce qu'elles n'allaient pas être, capables de travailler tout de suite, donc voilà, donc on s'en débarrassait comme d'un poids inutile. Voilà, donc on a ce même point de départ et cette même fictionnalisation à partir d'un des nombreux éléments tragiques de l'histoire de la traite transatlantique. Donc là encore, rings the bell. Bon, vous voyez que réellement on est dans interpares, c'est-à-dire vraiment, pourquoi j'ai appelé ça interpares, bon c'est très pompeux, c'est très cagneux, c'est très smart-ass, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire de se dire, les textes dialoguent avec des textes pairs, c'est-à-dire des textes semblables et différents dans une grande communauté littéraire. Je vous lis. je vous lis ce passage de la page 94. Il était la splendeur même et la même polissure, seul son regard avait changé. Ormais, mi-parti d'exaltement et de navrure, car il avait vu au fond des abysses glauques les doubles dés, pour être enchaîné, marqué au fer, tailladé par le fouet, perforé de mille manières et à plaisir avant que d'être jeté, hurlant d'horreur, muet de rage par-dessus bord à la grâce du requin. Croisés au sommet de leur crâne, leurs mains sans chair. Pour lui, il avait juré de faire coûte que coûte l'histoire autrement et d'arracher les mânes à ces longs banquets tristes dans leur nécropole de sable blanc, et la mer tarirait avant sa résolve. Donc on voit que ce passage-là, il réécrit en partie, il reprend en partie, mais avec beaucoup de variations, le passage que je vous ai lu qui clôt le chant 1. He was splendor itself and of the same polish, only his gaze had changed, henceforth, part exaltation, part affliction. For he had seen in the depths of the blue-green abysses the doubles of the to-be enchained branded, slashed by the whip, pierced 1,000 ways and freely before being thrown, screaming with horror, mute with rage, overboard to the mercy of sharks. Cross at the tops of their skulls, their fleshless hands, he had sworn to himself to forge at all costs history otherwise, and to rip the manes from these long, sad banquets in their necropoles of white sand, and the sea would dry up before his resolve. Avec ça se termine sur un merveilleux, et la mer tarirait avant sa résolve. Je vais essayer d'en parler un peu tout à l'heure, hein, comment Alex Dico a réussi à se dépatouiller, à se débrouiller des alternances rythmiques décasyllabes, alexandrins en décasyllabes, et il y a vraiment des choses magnifiques ici. And the sea would dry up before his resolve, avec une alternance d'anapeste et de yamb ici qui est vraiment très belle dans ce tétramètre qui ne cesse d'être d'alterner entre des mètres longs et des mètres brefs. C'est vraiment très très beau ici aussi. Alors justement, lisons d'autres passages. Je vais vous en lire deux. Un long passage de la page 28 à 30, donc c'est toujours
le chant 1, c'est pour vous faire entendre la langue de Sylvie Candé et vous faire entendre comment la traduction s'en est magnifiquement débrouillée. Au ponant éclate un feu de brousse. Gloire au maître chasseur assis à la poupe, entouré de cornes et de coris. Son œil droit par là où pourpre envahi flambe. Le gauche énucléé, un fragment de miroir dessus l'orbite vide, va bientôt réfléchir, des scieux indigos le sidérant lassie. Sans égal dans ce monde, ni dans le suivant, il se nomme Caramogo d'Antuman. Ou bien encore récite la Aide, le boucher des savanes, l'éventreur des halliers, au chef nimbé d'une frénésie de temps, au temps de son zénith, il battait les forêts, un dogue à ses côtés, buvant l'eau des marées fétides et dormant dans les troncs creux, qu'aux gnomes il disputait. Ses mains ligneuses et couturées étudiaient les vestiges. Il en entraînait une à tuer, l'autre à cueillir des remèdes. Des plantes et de viande, sa gibecière était toujours bourrée, mais sa tunique chamarrée d'étranges talismans avertissait de sa route pleutres et brigands. La félonne, à son réveil, mugit et mousse, à tour, pousse et fléchit, avec des mouvements de croupe comme pour l'aguicher. Lui qui s'y connaît en gros gibier rétracte un sourire. Si je savais où la mer cache son fétiche, son temps serait pour de vrai fini, et j'allais la dompter. Ainsi parlait Dantuman, le seigneur des brisés, les mules des grands fauves sans pitié, et il embouchait son sifflet, cherchant toujours la meilleure trajectoire, pour le coup de grâce férir au cœur de l'inquiète noiseuse. Et donc cette confrontation entre le maître chasseur devenu maître navigateur, dompteur d'animaux et dompteur de mer, et donc la mer qualifiée ici de félonne. Where the sun sets a brush, fire breaks out. Glory to the master hunter at the stern, surrounded by horns and cowries. His right eye flushed by the crimson water flames, the left one enucleated a shard of mirror above the empty socket, shall soon reflect of indigo skies the stellar lace, peerless in this world as in the next. It is named Caramogo d'Antuman, or else indeed the bard recites the butcher of the savannah, the bush slayer, his brow haloed by a frenzy of clegs. At the time of his zenith, he scoured the forests, a hound at his side, drinking the water of fetid swamps and sleeping in hollow tree trunks. He fought with gnomes, his hands, sinewy and scored, would study remains. He trained one hand to kill the other, to gather remedies. With plants and meats his game bag was always packed, but his tunic, festooned with strange talismans, warded from his path poltroons and brigands. Je suis pas sûr de la prononciation de brigands, brigand en anglais. The felon sea upon waking bellows and seethes and turns, thrusts and slackens, moving its rump as if to entice him. He who knows big game withdraws a smile. If I knew where the sea hides her fetish, her time would be up indeed, and I was going to break her, the spoke Dantuman, the lord of trails, disciple of great merciless beasts, and he put his whistle in his mouth, always seeking the best trajectory to smite the coup de grâce at the heart of the fitful Hellion. Alors, quand on lit la traduction, comme c'est une très belle langue, comme on l'a entendu, la langue de Sylvie Candé, bon, c'est une langue qui est très nourrie de glissant, Césaire, etc. Je ne reviens pas dessus. Un peu Franck-Étienne aussi, je crois. Enfin, il y a toute cette langue, Malcolm de Chazal, enfin probablement aussi, enfin, il y a un très grand nombre comme ça de grandes voix francophones du XXe siècle, et notamment antillaises en fait, qui sont là en dessous certainement dans l'écriture, peut-être même jusqu'à Saint-Jean-Perse, enfin il faudrait voir. Donc évidemment c'est une langue compliquée, on l'entend, c'est une langue très... qui joue aussi de codes qui sont des codes de l'épopée médiévale aussi, bien sûr. Donc il n'y a pas que la référence, on va dire, 20e siècle, glissant Césaire, etc. Il y a tout ce sous-texte médiéval qui parfois affleure de manière beaucoup plus nette qu'ici. Et donc c'est une gageure de traduction, évidemment, à tel point que en lisant la traduction, il y a des fois je me dis, mais c'est quoi ce mot? Alors là, le tout dernier mot du passage que j'ai lu, The Fitful Hellion, c'est un mot que je ne connaissais pas. Et puis un autre moment aussi, quand j'ai vu au chef nimbé d'une frénésie de temps, donc ce sont les temps qui normalement en anglais se disent horseflies, voilà,
voilà. Et ici, je crois qu'il y a d'ailleurs un autre nom, il y a horsefly, puis il y a un autre truc, gadfly peut-être, gadfly pour le temps. Bon, ça c'est le mot que moi j'ai toujours appris, vu, etc. Et là, Alex, il met a frenzy of clegs, C-L-E-G-S, et je ne connaissais pas ce mot, je suis allé vérifier, effectivement, c'est un nom qui désigne le temps. Voilà, donc la mouche à vache, la mouche à chevaux, la horsefly. Bon. Voilà, donc c'est vraiment une très belle traduction à tous égards. Alors je termine sur un passage du chant 2 de la page 54, un passage très court, et je vais vous faire entendre, et après rapidement j'expliquerai un petit peu ce qu'a fait Alex ici, ce que je comprends de ce qu'il a fait. Quand tout à ces jeux indiscrets la houle révèle à travers les accros des tentures le profil vespéral du bel Aboubacar, Soli le fort avertit les grains de ses yeux, des pans de la royale défroque, de peur qu'on y voit mêler à l'attendue terreur sacrée, un rien de haine, un début de pitié. Alors ici on a j'ai isolé ce passage qui est pas isolé totalement, c'est la fin d'une longue strophe, d'une laisse, comme je crois qu'on dit d'ailleurs en métrique médiévale, en poésie médiévale. J'ai extrait ces 8 vers, donc un huitain en quelque sorte, qui est en 2 parties inégales, 3 et 5, si on regarde juste le sens et la syntaxe. Et en fait, ici, Sylvie Candé, elle joue autour des modulations métriques, ou syllabiques en l'occurrence plutôt, avec d'abord un décasyllabe, puis un endécasyllabe, puis un alexandrin, avant de revenir d'avoir un deuxième alexandrin sur le vers 4, puis ensuite une série de vers, elle joue avec les impairs, 9 et 7, dépend de la royale défroque, de peur qu'on y voit mêler, ça c'est 9 et 7, avant de revenir à une métrique paire, à l'attendue terreur sacrée, un rien de haine, un début de pitié, octosyllabe, décasyllabe. Donc elle joue énormément avec ça, elle joue avec les rimes, elle joue avec les sonorités aussi, mais elle joue avec ces variations entre finalement le modèle du décasyllabe et de l'alexandrin, mais qui s'échappe régulièrement. Ça commence par un décasyllabe, ça monte vers l'endécasyllabe, le vers de 11 syllabes qui est très présent dans le poème en fait. Et voilà comment Alex s'en sort, et après j'en aurai terminé de cette vidéo. When the wind in its indiscreet games reveals through the rips in the curtains. Bonjour, tu seras sur la vidéo, ça sera bien. C'est pas grave. Je finis. When the wind in its indiscreet games reveals through the rips in the curtains comely Aboubakar's dark profile, the strong Soli averts the seeds of his eyes from the folds of the royal outfit, for fear there might be seen amidst the expected holy terror a smidgen of hatred, an ounce of pity. Et donc, ce que fait ici Alex dans sa traduction, c'est qu'il alterne des formes principalement iambiques, mais pas seulement, avec des trimètres et des tétramètres. Donc il joue aussi avec cette espèce d'alternance rythmique, ce qui est compliqué, parce que la poésie française, elle est syllabique, donc ça veut dire que quand Sylvie Candé travaille à partir de l'endécasyllabe comme une sorte de décalage, décasyllabe augmenté ou alexandrin coupé, évidemment il n'y a pas cette possibilité là en anglais, puisque la poésie, la versification anglaise, elle est principalement métrique, donc elle dépend en fait de questions d'accentuation, et donc il fait ça aussi. When the wind in its indiscreet games, donc là on a un trimètre long, c'est un trimètre d'Anapeste, me semble-t-il, reveals through the rips in the curtains comely Aboubakar's dark profile, et là on a un vers qui apparemment est plus court mais qui est en fait un tétramètre. The strong Soli averts the seeds of his eyes, et donc là on a le Soli le fort avertit le grain de ses yeux, l'alexandrin qui ici évidemment décrit la majesté du sultan, la majesté du souverain, et donc ce vers qui décrit la majesté du souverain, elle donne lieu en anglais à un pentamètre. The strong Soli averts the seeds of his eyes. Et donc ensuite, ça continue, from the folds of the royal outfit, for fear them. Et donc il joue aussi bien sûr sur les allitérations des pans de la royale défroque, de peur qu'on y voit mêler. Donc il n'y a pas une anaphore au sens classique, mais il y a une anaphore phonique en quelque sorte, puisqu'il y a une reprise des mêmes sonorités, des pans de peur. Et là, il le fait aussi. From the folds of the royal outfit, for fear there might be seen amidst the expected holy terror, a smidgen of hatred, an ounce of pity. Et donc là, on a notre tétramètre
qui vient correspondre en quelque sorte au décasyllabe. Bien. Donc c'était la première vidéo de la nouvelle série Interpares. On avait fait une première saison Interpares en 2020. Et donc là c'est la deuxième saison qui commence. Je ne sais pas vers où ça ira. Mais voilà. Et donc j'ai beaucoup parlé donc, de Sylvie Candé, traduit par Alexandre Deco. C'est un livre de 2011, poème épique de 2011, traduit en 2022, Wesleyan University Press. Et puis ça m'a donné l'occasion de faire des renvois, des intertextes avec Born in Blackness de Howard French que je suis en train de traduire, The Deep de Rivers Solomon. Si vous ne lisez pas l'anglais, allez vous procurer la traduction française Les Abysses aux éditions Aux Forges de Vulcain, dans la traduction de Francis Guévremont. Et puis j'aurais voulu, mais là j'ai pas le temps, j'aurais voulu aussi faire un petit renvoi à Homéros de Derek Walcott, mais je le mentionne quand même en passant. Il m'arrive de dire que Derek Walcott, c'est en fait finalement pour moi le plus grand poète. Ça veut rien dire parce que je peux changer d'avis tous les jours quasiment ou d'un jour à l'autre, mais enfin voilà, c'est un immense poète. C'est pas un immense poète antillais ou un immense poète anglophone ou un immense poète du XXe siècle. Non, c'est un immense poète, point barre. Et donc ça, c'est une de ses œuvres majeures, ce grand poème épique, Homéros, réécriture de l'Iliade, et voilà, et bon, en lisant, en fait c'est plutôt en lisant d'ailleurs la traduction, parce que par l'anglais, la résonance était plus forte, en lisant la traduction du poème épique ici de Sylvie Candé, ça m'a évoqué à plusieurs reprises ce grand et très beau poème de Derek Walcott, Homéros, mais bon, j'ai pas eu le temps vraiment de faire une recherche pour démontrer la pertinence de ma comparaison, mais voilà, je vous le signale aussi en conseil de lecture. Bien, à plus tard.